Le sport a aujourd'hui atteint un niveau de médiatisation sans précédent. Tout a commencé dans les années 60 avec la première retransmission des Jeux Olympiques de Rome à la télévision. À partir des milieux des années 70, le sport de haut niveau s'est converti pleinement à l'économie de marché. Il y a également puisé ses modèles d'organisation et de gestion. Désormais, il est un véritable vecteur de communication. C'est passé dans le dos, le centre, Lucas, second poteau, Pavard. Le sport offre un terrain de jeu commun et un cadre universel de valeurs pour tous. Égalité, respect, équité, intégration. Ces valeurs stimulent l'apprentissage et sont complémentaires aux aptitudes cognitives. Le manager peut donc tirer parti de ces valeurs humaines pour booster la performance de son entreprise, mais également utiliser le sport comme un outil de cohésion et de management. Le sport est vecteur de valeurs et de motivation, et ça, les entreprises l'ont bien compris. Année après année, elle l'utilise pour construire des nouveaux modèles de management. Elle développe le sport en entreprise comme facteur de différenciation dans un monde de plus en plus concurrentiel. Nous pouvons donc nous demander en quoi le sport est un vecteur de communication et de management dans l'entreprise. C'est donc sur les routes de France que nous sommes allés chercher les réponses à cette question. Nous avons rencontré des managers qui ont fait du sport leur fer de lance. Ces personnalités au parcours bien différent nous ont ouvert leurs portes. Ils nous ont apporté une autre vision de l'utilisation des valeurs sportives dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Mais avant de la découvrir, faisons connaissance avec nos 3 Français. Bonjour, je m'appelle Justine, j'ai travaillé pendant 2 ans à l'Accor Hotel Arena, une des plus grandes salles de sport et de concert à Paris. Et j'ai également travaillé sur la problématique du sponsoring responsable pour mon mémoire de fin d'études. Donc je m'appelle Hugo Kelberine, j'ai 31 ans et j'ai monté plusieurs boîtes, d'abord dans la publicité, puis dans des trucs un peu plus technologiques et la robotique notamment. Bon, le sport a toujours eu une place essentielle dans ma vie et puis dans celle de ma famille en règle générale, c'est-à-dire qu'on en a toujours un peu fait. Moi, j'ai fait d'abord du basket puis du handball à un bon niveau. J'ai joué en Australie, voilà, j'ai fait le championnat national d'Australie, ça s'est très bien passé, puis j'ai arrêté quand j'ai commencé à monter des boîtes. Bonjour, je m'appelle Eric Bionomo, j'ai 52 ans. J'ai intégré l'Institut national des sports, l'INSEP, à l'âge de 18 ans, où j'ai fait ma carrière de judoka de haut niveau. J'étais international, j'étais plusieurs fois médaillé au championnat de France. J'ai été aussi médaillé dans des compétitions internationales. Et en parallèle, j'ai aussi poursuivi quelques études et je suis devenu professeur de sport à l'Institut national des sports au départ. Et puis j'ai été aussi recruté après pour travailler à la Fédération française de judo. Voilà, mon poste actuel, c'est manager des équipes de France de judo, hommes et femmes. Si on regarde un peu autour de nous, beaucoup d'entreprises s'inspirent du sport pour créer un management gagnant. Et cela passe d'abord par une très bonne communication en interne. Pour cela, les entraîneurs possèdent une aura presque innée car ce sont des anciens joueurs qui ont surmonté des difficultés pour devenir coach, un petit peu à l'image de salariés qui travaillent dur pour devenir manager ou encore leader. Pour réussir, les entraîneurs apprennent aussi à vivre avec leurs joueurs. Ils créent donc un véritable lien avec les membres de leur équipe. Au final, les valeurs du sport sont facilement transposables au monde de l'entreprise. Elles peuvent offrir une technique de motivation originale et innovante. Dans les jeunes entreprises, en tout cas dans le monde d'où je viens, qui est le monde des startups, on a besoin d'une telle force de départ, c'est une grosse énergie de démarrage parce qu'on passe de 0 à 1, on passe de rien à quelque chose, qu'il faut vraiment une implication qui ressemble très probablement à ce qui est nécessaire quand on veut être athlète olympique ou quand on veut créer quelque chose d'un peu extraordinaire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une implication qui n'est pas de 9h à 5h, c'est tous les jours, c'est beaucoup d'heures, c'est les week-ends, ça consomme beaucoup de ta vie et c'est pour ça que les collaborateurs, alors les fondateurs en premier, puis les collaborateurs qui arrivent très vite, doivent avoir une attitude qui ressemble très très fortement à ce qu'ont les équipes olympiques quand elles préparent un objectif en mode commando. L'intégration des valeurs du sport dans le monde de l'entreprise permet d'apprendre le management d'une manière réelle, simple et ludique. Ces valeurs apportent du punch au management et deviennent la vraie force de l'entreprise. Courage, esprit d'équipe, dépassement de soi et également le droit à l'erreur. Autant d'analogies qu'on retrouve en entreprise et qu'il faut développer.
Est-ce que je les manage grâce au sport? Je ne sais pas si je les manage grâce au sport. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que je fais des remarques particulières sur la direction de l'entreprise, j'utilise des métaphores sportives. Alors, ça parle beaucoup aux mecs, ça parle un peu aux filles. Mais non, est-ce qu'on fait du team building? On fait du football ensemble, moi avec mon associé, avec certains membres de notre équipe. Et je suis plutôt persuadé, et ça, je pense que je l'ai remarqué même en règle générale, c'est que la personne que tu es sur un terrain de sport, c'est probablement la personne que tu es dans la vie. Et j'ai vu très peu de contre-exemples à ça. Si tu es plutôt feignant ou plutôt à te cacher sur un terrain de sport, c'est comme ça que tu es dans la vie. Si tu es quelqu'un qui donne tout sur un terrain de sport, c'est très probable que tu ressembles à ça au travail et en général. Le management sportif peut également s'illustrer dans le processus de recrutement des entreprises. Entre hard skills et soft skills, les organisations vont désormais privilégier les soft skills du candidat par rapport à son expertise. Désormais, il y a un véritable questionnement sur l'utilité d'avoir des collaborateurs très compétents, mais qui ne savent pas travailler ensemble. Dans une startup, au niveau du recrutement, j'utilise le sport de la manière suivante, c'est-à-dire que la manière dont je recrute est très similaire à la manière dont je choisirais des coéquipiers sur un terrain. C'est-à-dire que ce que je recherche avant des compétences, c'est des gros fondamentaux et beaucoup de cœur, beaucoup d'envie. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux gens d'être les plus compétents dans leur domaine ou les plus forts ou les meilleurs diplômes. Par contre, on leur demande qu'ils aient la bonne attitude, un esprit d'équipe et l'envie de progresser. Et ça, c'est des choses, parce que ça, c'est des choses qui s'apprennent pas. C'est des choses qui sont plutôt issues du caractère. Et c'est vraiment la différence entre un très bon joueur qui va être un Cristiano Ronaldo, qui va être un peu une diva et qui va venir s'entraîner une fois toutes les 2 semaines, et un mec qui est peut-être un jeune issu du centre de formation qui, lui, va venir tous les jours s'entraîner, progresser, se donner pour l'équipe. C'est vraiment cette différence-là. Et clairement, on préfère les gens qui ont cette attitude-là. Au-delà de leur utilisation pour le management en interne, les valeurs du sport sont aussi utilisées par les entreprises pour leur communication externe. Que ce soit pour améliorer leur image, faire passer un message ou fédérer leur communauté, les entreprises peuvent se servir des valeurs du sport. Intrinsèquement désintéressé, l'éthique sportive s'est pourtant retrouvée commercialisée. Avec l'avènement du sport business, les valeurs sportives sont devenues une source de revenus et un solide socle de communication pour les entreprises. Donc quelles sont les différentes formes de sponsoring? Il y a d'abord de la visibilité assez classique qui existe depuis très longtemps, des logos bord-terrain, des spots de pub, de la visibilité sur les sites internet, sur les réseaux sociaux. Il y a également les événements de relations publiques. Lors d'un championnat, d'une Coupe du Monde, d'un tournoi, les entreprises peuvent inviter leurs clients privilégiés ou leurs prospects ou leurs influenceurs. Et maintenant, de plus en plus, on voit des actions éco-citoyennes qui se développent entre les marques et l'organisation sportive. Par exemple, lors des Jeux Olympiques, Dow Chemical s'est engagé à réduire de moitié ses émissions de CO2. McDonald's a fait venir des enfants défavorisés de partout dans le monde pour la cérémonie d'ouverture. Donc il y a plusieurs actions qui sont en train de se développer comme ça entre les marques et les organisations. Faisons désormais un focus sur un événement connu de tous, la Coupe du Monde de foot 2018. En quelques chiffres, cet événement, c'est 3,4 milliards de téléspectateurs à travers le monde, 1 million de visiteurs en Russie, et enfin 76% d'hommes et 52% de femmes qui ont vu l'événement en France. Cette médiatisation exceptionnelle est donc profitable pour les marques sponsors. Grâce au sponsoring, le supporter va inconsciemment lier sport et consommation. D'ailleurs, les 2 entreprises les plus associées à la Coupe du Monde sont McDonald's et Coca-Cola. 2 entreprises qui ne respirent pas forcément le sport, mais qui le sponsorisent officiellement. Coïncidence ? Le sport est l'élément, en fait, est un moyen. C'est un moyen de réunir les personnes, mais l'objectif, c'est le moment convivial qu'on va partager autour d'une bière. On ne va pas, en buvant de l'alcool et en mangeant un petit peu déséquilibré, avoir une forme d'athlète de haut niveau. Et c'est là où il faut faire attention, c'est qu'on ne doit pas associer ce genre de message avec la pratique elle-même. Parce que c'est là, pour le coup, c'est un peu dangereux. Et notamment toutes les campagnes des pouvoirs publics sur le savoir bien manger tant de fruits et légumes par jour, etc. C'est pour justement arriver à contrebalancer et à recentrer le message. La notoriété du sport incite donc au sponsoring. Mais quel est le rapport de force entre l'événement sportif et les sponsors ? Aujourd'hui, les marques qui sponsorisent les Jeux Olympiques, ce sont des marques comme Samsung, Coca-Cola, McDonald's, c'était il y a 4 ans, maintenant ils se sont enlevés, Alibaba, qui sont des marques loin d'être éthiques et loin des valeurs olympiques. Donc la question qui se pose, c'est qui a le plus besoin de l'autre ? Est-ce que c'est la marque olympique qui a vraiment besoin de ces marques-là
pour financer le mouvement olympique, ou c'est ces marques qui ont le plus besoin des Jeux olympiques pour redorer leur image, alors qu'ils portent des valeurs qui sont loin des valeurs olympiques. Moi, personnellement, j'aurais tendance à penser que le CIO, donc le Comité international olympique, pourrait être en mesure d'imposer à ces marques de se développer de manière plus responsable. Les entreprises vont également essayer d'humaniser leur communication en choisissant un représentant. C'est l'égérie sportive. L'objectif marketing est d'utiliser un outil plus vrai, plus authentique, avec moins de paillettes, afin que les acheteurs s'identifient à ces nouveaux héros. Alors pourquoi les sportifs eux-mêmes? Je pense que parce que, encore une fois, ils véhiculent des valeurs que les gens ont facilement peuvent identifier. Au niveau de la victoire, au niveau de la capitale sympathie, au niveau... Des fois, même quand c'est le sportif, quand il perd, ça peut être aussi touchant. Le principe de l'abnégation et du fait que, quand bien même on a un échec, on continue à y croire et les lendemains sont meilleurs. Ça, c'est facilement identifiable chez un sportif. Et en plus, on va dire que ça permet de prolonger ça dans le temps et de faire des feuilletons. C'est-à-dire que bon nombre de communications externes sont basées sur la récurrence du personnage ou sur la récurrence de la situation. Les contrats dépendent de l'exposition médiatique et des performances sportives. Par exemple, au lendemain de ses JO triomphants à Londres, Michael Phelps offre une place de choix en devenant l'égérie de Louis Vuitton. Il succède donc à Mohamed Ali et participe à une campagne qui s'inscrit dans la stratégie globale de Louis Vuitton. S'associe à des figures emblématiques qui incarnent un sens de l'exploit et de l'engagement. Je pense que c'est toujours intéressant pour les boîtes d'avoir leur image associée à un sportif qui est proche de ce que les boîtes sont en fait. Et pour pas mentir aux consommateurs ou pour pas mentir aux gens dans l'ensemble, les boîtes feraient bien, et c'est ce qu'elles font d'ailleurs, de trouver vraiment des sportifs qui matchent complètement avec leur image. Prenez LeBron James, donc il est chez Nike, je crois. C'est ça. Il y a un vrai fit. Michael Jordan chez Nike, il y a un vrai fit. Ça s'explique pas. Après, voilà, il y a des partenariats plus d'opportunités, ce qui en fait pas des partenariats plus mauvais, hein, entre guillemets. Mais je pense que c'est bon pour les marques d'y penser fortement, quoi. L'image des entreprises dépend donc fortement du comportement du sportif. L'égérie doit être performante, authentique et populaire. Plus globalement, elle doit avoir une bonne image et être appréciée du large public. La musique peut être plus élitiste ou plus segmentée que le sport. J'ai pu l'observer à l'Accor Hotel Arena. Les marques, elles aiment communiquer sur le sport plus que sur le concert. Elles ont plus de budget à mettre sur le sport, car ça reste des valeurs universelles qui touchent un public plus large. L'OM a lâché Bernard Tapie. Nous avons évoqué les bienfaits du sport à travers les valeurs qu'il véhicule et de son utilisation en tant que modèle de leadership. Seulement, le sport ne transmet pas forcément que des valeurs positives. Dans certains cas même, il peut être vecteur de violence, d'exclusion et d'inégalité. De ce fait, les égéries sportives n'ont pas le droit à l'erreur. I was unfaithful. I had affairs. I cheated. Aren't we, Dipty, with the French footballer Antoine Griezmann? He's in trouble for wearing what some call a racist costume. L'envie de gagner est plus forte que tout. Armstrong assume le rôle de leader d'un système bâti pour lui permettre de gagner 7 Tours de France consécutifs. Le sport, comme n'importe quelle activité humaine, engendre son lot d'aléas. Le hooliganisme, je pense qu'au baston dans les stades, au dopage, de problèmes de dopage. Le sport est une activité humaine et comme toute activité humaine, il n'est pas exempt de toute une série de choses. Ça le rend pas pour autant, ça rend pas le vecteur moins intéressant à utiliser pour les boîtes. Il faut juste qu'elles fassent attention. Selon certains sociologues, tels que Laguiomi en 72 ou Brome en 92, le sport peut être utilisé de manière perverse par ceux qu'on appelle les cravatés du profit. Le danger est tel que le sport éthique pourrait complètement disparaître au profit du sport monétisé. Recettes au guichet tirées des spectateurs, les droits de retransmission télévisée, la publicité, les sponsors, le merchandising ou encore des dirigeants de plus en plus motivés par la recherche du profit. Les effets pervers induits. Alors bien sûr, on va surtout pas nier le fait que ces effets sont présents, ils sont importants. Quelquefois même, et selon les sports, ils sont de plus en plus présents. Globalement, tout tourne autour de quoi? Autour de l'appât du gain. On est sur des sommes considérables. Et donc, à partir de là, il y a des enjeux financiers. Qui dit enjeu économique, dit capacité de triche. Et donc,
doper pour arriver à être plus fort que l'autre, ou truquer des matchs, ou se coucher pour un match de boxe, etc. Voilà, ces valeurs-là, effectivement, elles sont très dangereuses. Pour conclure, nos 3 interviewés nous ont permis d'en apprendre plus sur l'utilisation des valeurs sportives dans le monde qui nous entoure. Les valeurs sportives représentent un véritable atout dans le management d'une organisation. Elles peuvent être également utiles pour améliorer sensiblement la réputation d'une entreprise. Cependant, lorsqu'on mêle sport et communication, les enjeux peuvent être fréquents. Bad buzz, scandale financier ou encore enjeux politiques. Au final, posséder l'esprit sportif, c'est avoir la victoire humble, mais surtout la défaite honorable. Si ça se trouve, ça filme. Si ça... Sur un malentendu, ça filme. Costa. Les deux. Jogging. Football, mais avec le bon esprit. Judo. Rugby, évidemment. Plutôt OM, je suis né à Marseille. RCT. PSG. Les deux. Les deux, mon général. Sport en chambre, en salle. Plutôt Didier Deschamps. Didier Deschamps. Didier Deschamps. Joker. J'aurais cassé ma tirelire pour payer, pour acheter le ticket pour voir le premier rang pour être devant le combat. Teddy Riner. Les deux. Ah, les deux. Je dirais équipe féminine parce qu'on observe quand même encore des grandes disparités dans même les budgets qui sont alloués pour les équipes féminines ou masculines. Performance. Performance. Performance, parce que le profit découle de la performance.